Donc, on va poursuivre avec notre vidéo, notre série de vidéos, cette fois-ci sur la validation des hyperparamètres. Les hyperparamètres, je vous ai dit tantôt, ce sont des valeurs qu'on fixe au départ avant d'entraîner le modèle. Le but de l'entraînement du modèle, c'est de quoi? C'est à optimiser les paramètres même du modèle. Mais il y a des paramètres qui ne sont pas optimisés de la même manière. Ce sont ceux-là qu'on appelle les hyperparamètres. Ils ne sont pas optimisés de la même manière ou bien ne doivent pas être optimisés de la même manière. Donc ici, on vous a cité quelques exemples d'hyperparamètres. Et même avant, dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé d'un exemple d'hyperparamètre. Par exemple, la proportion des données d'évaluation. Quelqu'un peut dire, je prends 10%, je prends 25%. Ça, c'est un hyperparamètre. Alors, dans le test que nous avons écrit pour vous, on vous dit, si on optimisait les hyperparamètres avec les paramètres, n'est-ce pas? Avec les paramètres du modèle même, on arrivera à un problème, on risque d'avoir un problème qu'on appelle le surapprentissage. Le surapprentissage, c'est quoi? Ça veut dire, on se retrouve dans une situation où votre modèle parvient à bien prédire les valeurs d'entraînement, les données d'entraînement. Donc, sur les données d'entraînement, il peut avoir 100% de prédiction, une performance de 100%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous lui donnez en entrée les données d'entraînement pour prédire, il est capable de vous afficher, il est possible qu'il vous affiche 100%. Parce qu'il a bien appris les données d'entraînement. Mais par contre, lorsqu'on lui présentera des données qui n'a pas des exemples qu'il n'a pas rencontrés avant, il risque d'avoir des difficultés. Les prédictions risquent d'être mauvaises. L'erreur risque d'être importante. Ça, c'est du surapprentissage. C'est ça. Ça veut dire qu'il a un taux d'erreur très faible. Il a des taux d'erreur très faibles au niveau des données d'apprentissage. Mais l'erreur qu'il fait quand il prédit sur les données d'évaluation est de plus en plus élevée. Ça veut dire c'est du surapprentissage. Ça, en fait, c'est l'idée générale de ce qu'on appelle le surapprentissage. Mais dans d'autres cours, ou bien dans les vidéos, dans certaines de nos vidéos, de nos tutoriels, vous rencontrerez cela éventuellement. Alors, donc, nous continuons avec notre cours, notre vidéo. Ici, donc, comment ça se passe avec les hyperparamètres? Je vais vous expliquer la formule générale, la procédure générale. Quand on a des hyperparamètres, pour être sûr qu'on a le meilleur hyperparamètre, c'est quoi? C'est qu'on se fixe un hyperparamètre. On se dit, écoute, j'ai fixé telle valeur. Par exemple, tantôt, je vous ai pris l'exemple des proportions des données d'évaluation. Quelqu'un peut dire, je prends 10%, 20%, 30%, 40%. Quelqu'un peut dire, voilà, une méthode de faire, c'est quoi? C'est de dire, je me fixe 10%. Je me dis que les données d'évaluation valent 10%. Je fais mon modèle. J'entraîne mon modèle, je calcule et j'évalue. OK? Je mesure la performance. Ensuite, je me dis, non, je vais plutôt prendre 20% pour les données d'évaluation. J'entraîne mon modèle, par la suite, je calcule la performance. Après, je dis 30%. Quand supposons que je me suis donné 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 60%, voilà les différentes valeurs possibles que je me suis proposé de tester. Je prends toutes ces valeurs, je cherche maintenant la valeur de l'hyperparamètre pour laquelle j'ai eu la plus grande performance. Et c'est ça que je considère comme mon hyperparamètre, mon meilleur hyperparamètre. J'espère que vous avez compris. Donc, vous fixez un hyperparamètre, vous entraînez le modèle, vous calculez la performance, vous prenez un autre hyperparamètre, vous entraînez le modèle, vous calculez la performance et à la fin, vous sélectionnez l'hyperparamètre qui renvoie à la meilleure performance. C'est ça la procédure. Alors, maintenant, comment on le fait concrètement? Vous savez, au départ, vous avez parlé de diviser les données en données d'entraînement, données d'évaluation et données de validation. Mais par la suite, on a plutôt divisé en deux données. Les données d'entraînement et les données d'évaluation. Pourquoi? Comprenez ceci, hein? Si on prend les données, on divise nos données en données d'entraînement, d'évaluation et de validation, on risque de se trouver dans une situation où, supposez que vous avez peu de données. En divisant en 3,
finalement, on n'aura pas beaucoup de données pour entraîner. Et si on n'a pas assez de données pour entraîner, votre modèle risque d'être mauvais. Donc, c'est ça qu'il faut que vous gardez en esprit. Donc, dans ce genre de situation, lorsqu'on n'a pas beaucoup de données, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser la méthode de validation croisée. Ça consiste à faire quoi? Je vais vous expliquer. Regardez ce schéma. Je prends ceci. Dans ce schéma, c'est quoi? Comme on l'a fait tout à l'heure, on a divisé en deux types de données. Données d'entraînement et données test. Mais comme on n'a pas assez de données d'entraînement, on n'a pas beaucoup de données, c'est pour ça qu'on ne veut pas diviser en trois ensembles de données. Entraînement, évaluation, validation. Je divise simplement en deux. Entraînement et les données d'évaluation. Maintenant, sur les données d'entraînement, ce qu'on appelle la validation croisée à K blocs, c'est que je peux dire, je vais subdiviser mes données d'entraînement à K blocs. Par exemple, ici, j'ai pris 5 blocs. Voilà les 5 blocs. Et je vais fixer un bloc. Par exemple, je fixe ici le bloc 1. Et je vais entraîner mon modèle sur les autres 4 blocs. C'est ça que je fais. Je l'entraîne sur les 4 blocs et je viens maintenant évaluer la performance sur le bloc 1. Ensuite, je viens fixer le bloc 2. J'entraîne mon modèle sur le bloc 1, 3, 4, 5 et je viens l'évaluer sur le bloc 2. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien, je vais valider, sur le bloc 2. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais venir ici et entraîner mon modèle sur le bloc 2, 3, 4, 5, il va partir valider, donc évaluer la performance sur le bloc 1, je vais avoir une première performance que je vais appeler P1. Pour celui-ci, je vais faire pareil, je vais avoir une autre performance que je vais appeler P2. Et ainsi de suite jusqu'à P3, jusqu'à P5. La performance finale par validation croisée sera la moyenne de toutes ces performances. Donc P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5, le tout divisé par 5. C'est comme ça que je vais évaluer la performance. C'est ça. Et donc, en agissant ainsi, je vais donc finalement trouver le meilleur hyperparamètre qui me donne la meilleure performance. C'est ça la validation croisée. Donc finalement, on ne peut pas diviser les données d'entraînement. On constitue des blocs et on prend un bloc, on entraîne sur les autres et on part évaluer sur ce bloc. On fixe un autre bloc, ainsi de suite. C'est ça. On utilise ce genre de principe lorsqu'on n'a pas beaucoup de données. C'est pour éviter de dégrader la qualité de notre modèle. Donc, c'est ça le concept de validation croisée. J'espère que vous avez compris. Ceci dit, on poursuit. Donc, par la suite, il y a maintenant aussi, tout à l'heure, je vous ai dit, comme on va tester plusieurs valeurs d'hyperparamètres, donc il y a une méthode, une fonction qu'on appelle Grid Search CV. Grid Search CV. Cette fonction permet de faire quoi? Ça permet de faire la recherche exhaustive. Ça veut dire, supposez que vous vous dites, je vais tester 15 valeurs des hyperparamètres. Grid Search CV va faire le travail pour vous. Au lieu que vous alliez tester la première valeur, calculer la performance, tester la deuxième valeur, calculer la performance, ainsi de suite, et finalement prendre l'hyperparamètre qui vous renvoie à la meilleure performance, lui il le fera pour vous. Il va tester toutes les valeurs. C'est pour cela qu'on dit recherche exhaustive. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, on va prendre cet exemple. Je vous dis, initialiser un modèle, l'exemple c'est celui-ci. Je vous dis ici, initialiser un modèle de régression linéaire. Donc, c'est le même principe. Donc, je vais venir ici. J'ouvre une autre cellule. C'est la même chose. Je fais rect égale à SG D régressor. On me dit, chercher le meilleur hyperparamètre est à 0 de valeur sur la plage de valeurs 0.1, 0.2 jusqu'à 0.9. Donc, on parle de 0.1 à 0.1. 0.1 plus 0.1, ça fait 0.2. 0.2 plus 0.1, ça fait 0.3. Et ainsi de suite jusqu'à 0.9.
Vous voyez, vous allez me demander peut-être que, bon, Georges, excuse-moi, d'où vient ton état 0? Tu parles de état 0, ça sort d'où? Tu l'as pris où? Je vais vous expliquer. Regardez un peu ceci. Quand j'écris ceci, SGD régressor, regardez bien quand je prends l'aide, il y a plein de paramètres qui sont dans SGD régressor. Il y a le paramètre alpha, il y a le paramètre L1 ratio et quelque part il y a le paramètre état 0. Vous voyez ici, il y a des valeurs par défaut qui sont fixées. C'est pour ça que moi je me dis, ben attends, si je change les valeurs de état, peut-être que ma performance va s'améliorer. C'est pour cela que je vais tester plusieurs valeurs de état 0. C'est ce que j'ai fait. Il faut bien comprendre. Donc, vous pouvez vous dire, oui, mais que signifie état 0? Quand vous aurez... Donc, ça, dépendamment du background que vous avez, dépendamment des informations que vous avez, quand vous aurez suffisamment de matériel, suffisamment de connaissances, vous pourrez comprendre l'explication de certains de ces paramètres et savoir maintenant lesquels vous pouvez chercher à faire varier. Mon objectif pour moi, comprenez bien ce que je fais, ce n'est pas de vous amener ce n'est pas d'expliquer ce que c'est les paramètres état 0, tous ces paramètres que vous voyez. C'est qu'on passera beaucoup de temps. Ce n'est pas ça mon objectif. Ou bien même si on ne passe pas beaucoup de temps, ce n'est pas ça l'objectif de cette vidéo. Moi, mon objectif, c'est de vous dire, écoutez, supposez que vous avez un paramètre que vous connaissez et qui a une valeur par défaut, mais vous voulez tester plusieurs valeurs. Comment il faut le faire? C'est de vous montrer l'approche. Par la suite, quand vous allez avoir suffisamment de connaissances, ou bien si vous en avez déjà assez, et vous allez regarder les fonctions, SGD régressor, vous voyez tous les paramètres qu'ils ont. Vous dites, attends, je connais ce paramètre, mais je vois que par défaut, ils ont fixé telle valeur. Mais moi, ça ne me plaît pas. J'aimerais tester plusieurs valeurs. Parce que vous connaissez déjà à quoi ça sert ce paramètre, vous pouvez vous permettre de tester plusieurs valeurs différentes et de choisir le meilleur hyperparamètre par la suite. Donc ici, j'ai un état 0. Le voici ici. Je suppose que vous connaissez par exemple, supposons que vous connaissez ce que c'est état 0 et vous voulez donc changer, vous voulez faire varier plusieurs valeurs. Vous voulez faire varier état 0 avec plusieurs valeurs. Comment le faire? On crée ce qu'on appelle un dictionnaire de données. Le dictionnaire de données, c'est quoi? C'est comme le dictionnaire. Vous avez le nom et vous avez l'explication. Donc moi, j'ai ici la variable que je cherche à faire varier et j'ai les différentes valeurs que je vais tester. Donc, je fais ici mon dictionnaire. J'appelle dictionnaire ici. Comment on le crée? On le crée tout simplement comme ça, dic. Et ensuite, quand je crée dic, donc je vais le mettre dans des crochets. Normalement, ce que je devais faire, c'est quoi? C'est que je devais venir ici, citer toutes ces valeurs. Par exemple, 0.1, 0.3, ainsi de suite. Mais vous voyez, je vais vous montrer une autre façon de faire. Ici, je me rends compte que les valeurs partent de 0.1 à 0.9 et sont séparées de 0.1 chacune. Par exemple, quand je parle de 0.1 à 0.2, la différence c'est quoi? C'est 0.1. Quand je parle de 0.2 à 0.3, la différence c'est quoi? C'est 0.1. Donc, je vais vous montrer une façon. Dans endpoint.arrange, ça vous permet de faire quoi en fait? Quand vous voulez citer, n'est-ce pas, des valeurs qui partent d'un point, d'une valeur précise de départ à une valeur d'arrivée, n'est-ce pas, et qui sont séparées par un pas qui est constant. Ici, par exemple, mon pas, c'est 0.1. Le pas ici, c'est quoi? C'est la différence entre la deuxième et la première valeur. La valeur qui suit et la valeur d'avant. C'est ça que j'appelle le pas. Quand le pas est constant, là, vous pouvez utiliser cette fonction, nparrange. Il vous demande quelle est la valeur de départ. Ma valeur de départ, c'est quoi? 0.1. Je veux que ça commence à partir de 0.1. Quelle est la valeur d'arrivée? Je veux qu'il s'arrête à 0.9. Mais ici, je veux qu'il s'arrête à... Je vais mettre 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le pas, c'est quoi? C'est 0.1. OK. Quand je mets 0.1, 0.1, quelqu'un peut se dire, OK, d'après ce que Georges vient de dire, ça veut dire qu'il va commencer à 0.1, ensuite 0.2, ensuite 0.3, jusqu'à 1. Non, il ne va pas s'arrêter à 1. Il va s'arrêter à la valeur qui vient avant 1, qui est 0.9. C'est pour cela que je m'arrête à 1. Si j'allais plutôt à 0.9, il va s'arrêter à 0.8.
Donc c'est pour ça, comme moi je veux 0.9 parmi les valeurs à tester, c'est pour ça que je fais un pas suivant. Je prends le pas suivant. Donc c'est pour ça que je fais un pas de plus. C'est pour ça que je m'arrête à 1. OK. Donc, voyez les valeurs que je vais tester pour NP-arrange. Et maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit chercher le meilleur hyperparamètre. Donc, je dois faire la recherche exhaustive sur toutes ces valeurs. J'ai mon dictionnaire, j'ai mon modèle. Je vais donc utiliser une fonction qu'on appelle Grid Search CV. Grid Search CV me permet de faire la recherche exhaustive. Mais avant de faire appel à Grid Search CV, avant d'utiliser Grid Search CV, il faut que je fasse appel à cette fonction. C'est pour cela que je vais ici faire from sklearn, parce que Grid Search CV se trouve où? Grid Search CV se trouve dans la librairie sklearn, mais plus précisément dans le module Model Selection. Donc je fais ici Model Selection, je fais donc Import. Donc à partir de la librairie sklearn, dans le module Model Selection, va me chercher Grid. Voilà, c'est là, c'est ça. Je fais ici dans ma recherche, que je vais appeler ma recherche, je vais appeler ça Grid Rec, par exemple. Je vais appeler ça Grid Rec, tout simplement. Je vais dire que c'est Grid Search CV. J'ouvre les parenthèses. Qu'est-ce qu'il prend en entrée? Il prend votre modèle. Ensuite, il prend le dictionnaire. Et comme je vais faire ça par validation croisée, il faut que je lui donne le nombre de blocs pour la validation croisée. C'est ça. C'est tout. Et j'ai terminé. Je peux rouler. Mais est-ce qu'il y a d'autres informations que j'ai besoin? Non. C'est tout. Et je roule. Attention. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Il n'est pas content. Ah ouais, en fait, le dictionnaire ici, il faut mettre dans les parenthèses. C'est dans les parenthèses. Vous mettez dans les parenthèses et c'est à l'intérieur des parenthèses que vous ouvrez les guillemets. C'est ça. C'est bon. Voilà. Donc, je viens de faire, en mettant comme ça, je viens de créer ma recherche exhaustive. Mais ce n'est pas fini. Parce que je n'ai pas... Comprenez bien une chose. Moi, je cherche à trouver le meilleur hyperparamètre. Donc, il faut pour cela, comme il va tester toutes les valeurs, mais il va tester les valeurs comment? C'est que lui, il va fixer une valeur, il va maintenant partir à entraîner le modèle. Donc, il faut que je le fasse entraîner. Si je le laisse comme ça, il ne va jamais me donner les bonnes valeurs. Donc, je dois faire grid, rec, je dois l'entraîner. Je fais point fit. Je mets ici x, reshape, moins 1. Bon, je vous explique plus pourquoi moins 1. Vous vous souvenez déjà, quand on ne mettait pas moins 1, il y avait une erreur. Et il disait que c'est parce que quand vous avez une seule caractéristique sur x, il faut mettre reshape. C'est pour cela. Donc je mets ici y. Mais je fais l'entraînement sur quoi? Ce n'est pas sur x, c'est sur x-test. Pardon, x-train, les données d'entraînement. Voilà. Ok, c'est bon. Donc avec ça, maintenant, je peux l'entraîner. Super, c'est bon. Quelqu'un peut se dire, bah tiens, Georges, mais finalement, quel est donc le meilleur hyperparamètre qu'il a trouvé? Ça, c'est une très bonne question. Et je vais vous montrer comment le faire. Vous allez maintenant faire grid rec point bus. Vous allez voir ici, il met bus params pour dire meilleur hyperparamètre. Voilà, il a trouvé que c'est 0.2. Il a trouvé que 0.2 est le meilleur hyperparamètre en procédant par la validation croisée à 5 blocs. C'est tout. Donc voilà pour en ce qui le concerne. Et je vais voir est-ce qu'il y a d'autres questions. Ici,
Ok, donc on a fini avec cet exercice. Et maintenant, je vous montre ici, il y a d'autres méthodes d'optimisation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de recherche exhaustive. Mais imaginez que vous avez 1 million de valeurs que vous voulez tester. 1 million, c'est énorme. Donc, ce qu'on peut faire lorsqu'on a beaucoup de valeurs à tester, on peut se dire, écoute, au lieu de tester toutes ces valeurs, moi, tout ce que je vais faire, c'est de prendre juste des valeurs aléatoires. Donc, ça veut dire quoi? J'ai 1000 valeurs à tester. Mais comme c'est énorme, je vais simplement prendre 100 valeurs parmi les 1 million, parmi les 1000. Mais comment je vais chercher? Comment je vais prendre les 100 valeurs? Comment je vais les déterminer? Je vais donc choisir de manière aléatoire parmi les 1000 valeurs, 100 valeurs. Donc, c'est une autre méthode d'optimisation, une autre méthode de recherche des hyperparamètres que je ne vais pas aborder ça avec vous. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez regarder cette section ici pour pousser plus loin les méthodes d'optimisation des hyperparamètres. Ça vous parle un peu de la recherche aléatoire des hyperparamètres. Donc, voilà un peu pour ce qui était de de la validation des hyperparamètres. J'espère que vous avez compris. Donc, nous allons nous voir donc sur la prochaine vidéo. Salut!